On est bon. Premier truc avant que je commence, du coup, vous appuyez pas comme je le fais sur le pupitre, ou alors tenez-le bien très fort comme ça parce qu'il est sur roulette. Bonjour à toutes et à tous, merci à la Joute de Vinci de nous accueillir et merci au Trivin de Saint-Germain et bien de se déplacer depuis votre contrée de Saint-Germain-en-Laye grâce au RERA que nous remercions également. Bienvenue pour ce 8e de finale du championnat de France de débat parlementaire opposant vos deux associations sur un sujet de la conception. Ce gouvernement autoriserait l'extraction et la production de terres rares avec au gouvernement les tribuns de Saint-Germain et à l'opposition la Joute de Vinci. Petit rappel des règles pour que tout le monde soit au fait de comment ça se passe. Vos discours doivent être compris entre 4 minutes 45 et 5 minutes 15. En dessous de 4,45 et au-dessus de 5,15, vous êtes considérés comme étant dans le temps éliminatoire. Pour vous repérer, je vous donnerai des indications sonores. Quand vous commencez à parler, j'allume le chrono. À 1 minute, je tape sur la table pour vous indiquer que les questions sont ouvertes. Je retaperai ensuite à 4 minutes pour vous indiquer que les questions sont fermées et que vous êtes à 4 minutes. À 4 minutes 45, je vous annoncerai veuillez conclure, ce qui vous annoncera également l'entrée dans le temps réglementaire. Et à 5 minutes 15, le veuillez vous rasseoir. Toujours la même règle, si vous vous taisez avant que j'ai terminé de dire veuillez vous rasseoir, vous êtes dans le temps réglementaire. Si vous continuez à parler, et ne serait-ce que pour dire un seul mot, merci, par exemple, alors que j'ai terminé de dire veuillez vous rasseoir, vous êtes dans le temps éliminatoire. Petit rappel, entre 1 minute et 4 minutes, c'est les questions qui sont ouvertes. Chaque équipe doit poser obligatoirement une question à l'oratrice ou l'orateur qui est présent derrière ce pupitre. C'est obligatoire. Tout refus de prendre une question de la part de la personne au pupitre ou de poser une question de la part d'une équipe sera considéré comme une marque de rejet de débat, donc comme une faute éliminatoire. Vous êtes en droit, si jamais, de poser plusieurs questions à la personne au pupitre, mais celle-ci doit en prendre obligatoirement une et peut refuser les questions suivantes, tout comme les accepter. À ce moment-là, dites juste, soit vous laissez poireauter pour rigoler, soit vous dites je ne prendrai pas de deuxième question, vous pouvez vous rasseoir, tout simplement. Je tiens à vous rappeler qu'au niveau des questions, même si c'est une question fermée ou que la question vous amène à mentionner un point que vous allez mentionner plus tard dans votre discours, il est attendu de vous que vous développiez un minimum dans votre réponse à la question. Dernière petite précision, le chronomètre est encore autorisé au pupitre pour les 8e de finale. Je précise qu'après, pour l'équipe qui continuera, il sera interdit. Je vous rappelle toutefois que de 1, il faut couper le chronomètre pendant la question, puisque la question n'est pas chronométrée, et de 2, que seul mon chronomètre au pupitre fait foi. Donc si le vôtre indique 5,16, 5,14, mais que le mien 5,16, c'est le mien qui gagne. Et vous n'avez aucun moyen de recours face à ça. Dernier petit truc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, en tant que jury neutre, je me réserve le droit, si vous posez une question qui est trop longue, si vous ne posez pas de questions, si vous posez plusieurs questions en une, de vous rappeler à l'ordre, de vous donner les phrases de ceci n'est pas une question, veuillez poser plusieurs questions, etc., etc. Est-ce que tout est bon, tout va bien? Oui. Juste une question par rapport, lorsqu'il y a des questions qui sont posées, ouais. Est-ce que le chronomètre reprend au moment où on répond, on commence à répondre, ou est-ce qu'au moment où la question est finie? Quand la question est finie, je redémarre le chronomètre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien. Et comme d'habitude, quand je vous annonce, vous pourrez vous lever et aller au cœur. Et dernière petite précision, je ne peux pas avoir d'appareil électronique allumé sur votre table quand vous êtes en formation d'équipe, pour des raisons évidentes de non-accès à Internet et de faire clic. Bien, mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Nous allons pouvoir commencer ce débat et pour introduire cette mesure visant à autoriser l'extraction et la production de terres rares sur le territoire national, j'appelle Monsieur le Premier ministre Marius Bourgois. Plus jeune, si vous m'aviez croisé dans la cour de récré en train de jouer aux billes, vous auriez sûrement pu m'entendre m'esclaffer. Oh, une pierre de coups, j'ai tout raflé. À l'image d'un jeu enfantin, nous, le gouvernement, avons un simple et unique projet pour dégoter le gros lot, souveraineté et soutenabilité. Aujourd'hui, la Chine détient le monopole sur l'ensemble de la chaîne de valeur de terres rares. Si elle représente 69% de la production mondiale totale, elle est le seul pays qui réalise toutes les étapes de l'extraction à la production. Les terres rares représentent une ressource essentielle et stratégique pour le développement des technologies modernes,
crucial pour le progrès de la médecine, de nos appareils électroniques et de notre transition énergétique, nous ne pouvons pas les négliger. L'heure est grave. Nous sommes en retard, mais surtout, nous sommes dépendants. Oui, dépendants. Dépendants de la Chine et de leurs ressources, dépendants de leur système d'exploitation minière. C'est tout le développement de notre pays qui est suspendu à leur décision. En réalité, notre riche territoire recouvre de nombreux gisements de terres rares inexploités. Alors, il est grand temps d'autoriser l'extraction et la production de terres rares sur notre territoire national. Pour nous faire entendre comme il se doit, l'activité d'extraction se prête à la séparation et au prélèvement des ressources naturelles dans leur contexte immédiat, tandis que la production correspond au processus industriel qui transforme le minerai brut en éléments de terres rares utilisables. Les terres rares constituent un groupe de 17 éléments chimiques dont les numéros atomiques sont compris entre 57 et 71 sur le tableau périodique. Elles sont classées en deux catégories, d'une part les terres rares légères et d'autre part les terres rares lourdes. Notre projet s'appliquera à l'ensemble du territoire national, sur l'Hexagone et sur nos territoires d'outre-mer. Nous avons pour ambition de créer une société anonyme à capitaux publics, le ETRF, l'exploitation d'éléments des terres rares de France. Composée de deux branches, l'une spécialisée et de caractère monopolistique dans l'extraction de terres rares, qui constitue son activité principale. L'autre, cantonnée à la production et au raffinage des terres rares, celle-ci mise en concurrence avec les autres entreprises de ce secteur. Je vais prendre votre question. Sur les 17 terres rares que vous citez, quelle est l'utilité de celles spécifiquement présentes sur le territoire national? Les terres rares présentes sur le territoire national, comme nous l'avons précisé, permettront de développer les équipements médicaux, de développer les engins afin d'entamer notre transition énergétique et également nos appareils électroniques. Les terres rares sont juridiquement considérées comme des substances minières. Leur exploitation est donc soumise aux règles du code minier qui organise premièrement l'exploration des gisements, secondement l'attribution des droits d'exploitation et troisièmement le contrôle de l'État. Pour mener à bien notre projet, nous allons modifier l'article L122-2 du code minier qui fixe l'accord de permis exclusif de recherche après mise en concurrence, de façon à permettre l'octroi de permis minier à une société anonyme de capitaux publics. Autoriser l'extraction et la production de terres rares sur le territoire national, c'est développer un nouveau secteur industriel générateur d'emplois en France et c'est également assurer notre souveraineté nationale. Ce que vous démontrera David Boucher, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Assurer notre souveraineté nationale par l'extraction et la production de terres rares, c'est défendre un développement soutenable strictement encadré, tant sur le point social qu'économique ou environnemental. C'est ce que vous expliquera Ethan Pigeon, ministre de la Transition écologique et énergétique. Enfin, notre rapporteur général, Madame Laïa Marange, résumera nos dires et achèvera de vous convaincre qu'autoriser l'extraction et la production de terres rares sur notre territoire national est un projet d'avenir, un projet de développement tant sur l'aspect stratégique que sur l'aspect durable. Notre projet sera en grande partie financé par les crédits d'impôt de l'industrie verte et par France 2030, le plan d'investissement de 54 milliards d'euros visant à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie. L'article L181-8 du Code de l'environnement prévoit que chaque projet de construction de mine devra être précédé d'une étude d'impact, elle-même soumise à l'article L122-1 de la manière suivante. Chaque projet doit prendre en compte et assurer la protection de, premièrement, la population et la santé humaine, deuxièmement, la biodiversité et particulièrement les espèces et habitats protégés, troisièmement, les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat, quatrièmement et finalement, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. D'après les études de la BRGM, le Service géologique national, des terres rares à concentration suffisante sont potentiellement exploitables en Bretagne et dans le Massif central. Ainsi, ce sont dans ces régions que nous concentrerons notre activité. Oui, conclure. À l'image d'une simple partie de billes, nous prévoyons un grand succès qui fera de nous les rois de la cour. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour vous répondre. Je laisse mettre son micro-cravate. La parole est désormais à Monsieur le chef de l'opposition, Azel Ouad. Une excuse pour l'écorchement, Azel. Pas de soucis.
te laisse commencer quand tu es prêt. Ce gouvernement veut faire une collection de cailloux qu'elle enverra à la Chine. Vous nous vendez la souveraineté à coups de pelleteuses, mais la réalité technique est la suivante. Sans maîtrise du craquage, de l'hydrométallurgie de séparation et de la production d'aimants permanents, extraire ces oxydes est une aberration. Vous allez éventrer nos territoires pour expédier de la roche brute à l'autre bout du monde. Ce n'est pas l'ouverture d'une filière industrielle, c'est la relocalisation d'un désastre écologique. Permettez-moi de faire une réelle mise en contexte. Parmi la liste des 17 terres rares, éparpillées un peu partout sur la planète, la France n'en a seulement 2 sur son territoire. Le basse-nazite, qui ne sert qu'à faire des catalyseurs, et le monazite, qui n'a aucune utilité industrielle à cause de sa radioactivité. Donc au mieux, on exploite tout et on aura des cailloux, certes des cailloux rares, mais inutiles. Et en plus de ça, ces métaux sont présents qu'en quantité marginale. Des traces légères en Bretagne, des traces légères dans le Massif central, mais aucun gisement réellement intéressant à être exploité. En dehors de la France métropolitaine, le Bureau de recherche géologique et minière a fait une étude qui a montré que la Guyane et la Polynésie française avaient des quantités non intéressantes en tant qu'exploitation. Et même si vous souhaitez faire ces extractions, vous violerez la loi climat et résilience de 2021, qui impose de faire des mines responsables, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'extraction des terres rares en Guyane et Polynésie française. En plus de ça, la France s'est engagée en 2022 lors de la COP 15 pour interdire totalement l'exploitation des fonds marins et cet engagement s'est transformé en loi en 2023. Ce gouvernement souhaite donc faire passer une loi déjà en désaccord avec la loi actuelle. Et quand même vous souhaitez transgresser la loi et rompre les engagements internationaux de la France, ça sera le désastre écologique de la décennie. Je laisserai le député Alary de Bastard développer le désastre écologique et social que ce gouvernement engendrera. Et je prends votre question. C'est donc de la dépendance à la Chine en cas de conflit économique, comme les États-Unis font face aujourd'hui. Mais madame, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette dépendance-là, on est déjà dans cette dépendance-là. Nous n'avons que 2 métaux en France. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on en fasse apparaître en France, dans nos territoires français? C'est impossible. Après avoir extrait nos métaux, qui, comme je viens de l'expliquer, ne servent à rien, il faut les raffiner. Or, c'est déjà autorisé en France, mais notre dernière usine de raffinement de terres rares à La Rochelle vient de fermer la moitié de son processus de raffinement, car elle polluait les eaux de la région et faisait courir un risque sévère de cancer et d'infertilité à nos concitoyens. Donc, en plus d'extraire des métaux présents sur notre sol aux utilités qui n'ont pas été prouvées par ce gouvernement, de faire courir un risque de santé majeur aux Français, nous serons obligés tout de même de les envoyer en Chine pour faire la deuxième moitié du processus de raffinement. C'est pourquoi l'argument de souveraineté et d'indépendance est totalement faux. C'est le député Henri Racineau qui achèvera de détailler en quoi, tant sur le plan souverain et économique, cette réforme est un désastre. Faisons une comparaison des 2 mondes, l'un avec la loi du gouvernement votée et la nôtre sans cette loi. Dans le monde du gouvernement, le paysage français est détruit. La santé des Français est un astérix car on s'en fout que le raffinement génère des risques d'infertilité et de cancer. Sur le plan concurrentiel, nous restons à la ramasse par rapport à la Chine qui dispose de 35% des terres rares mondiales, contre même pas la moitié du pourcent en France. Et en plus de cela, elle possède 90% des raffinements mondiaux. Dans notre monde, nous préservons les territoires français. Nous ne faisons pas courir de risques de santé à nos concitoyens et nous gardons les investissements pour les injecter dans des domaines plus urgents pour la France. Enfin, bien que nous utilisions seulement 4000 tonnes par an de terres rares et que très peu d'entreprises françaises en utilisent, dans notre monde, nous avons des terres rares. Nous n'avons pas besoin de les extraire pour en avoir. Nous pouvons, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, en acheter et en importer. Mais surtout,
Ce que vous devrez faire, cher gouvernement, c'est de vous adapter au fait que nous n'avons que 2 terres rares sur le territoire français. Prouvez-nous que c'est un projet de loi cohérent pour ces 2 métaux. Vous l'avez compris, ce gouvernement a trébuché sur le caillou présent sur la route. Elle s'est laissée amadouer par le mot rare dans terre rare, mais elle n'a pas vu que tout ce qu'elle avait dans la poche, c'était un caillou aussi utile que les billes qu'elle avait en primaire. Merci, monsieur le député. La parole est désormais à monsieur le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, technologique, et j'en passe, monsieur David Boucher. Le développement à long terme de la France doit nécessairement passer par une dynamique de projets soutenables. Soutenables à l'image du projet que nous présentons aujourd'hui. C'est-à-dire des projets qui prennent en compte l'intérêt économique, mais également social et écologique. Ici, c'est le cas. Mais en tant que ministre des Finances, vous vous en doutez, je vais d'abord commencer par des considérations économiques. La création d'un secteur industriel lié à l'exploitation des terres rares nous permettra de développer l'économie française en de multiples points. Pour ce faire, il s'agit d'évoquer les différents aspects de la production de ces fameuses terres rares. À la source, 2 fameux cailloux. 2 fameux cailloux en France métropolitaine. Dans les territoires d'outre-mer, on en trouve d'autres. Et ces cailloux, que peut-on dire dessus? Selon une étude du CNRS, ils ne sont pas en proportion suffisamment importante pour être exploités de manière rentable. Pourtant, notre objectif n'est pas de les exploiter de manière rentable. Nous ne créons pas une énième société privée pour exploiter le grand capital et polluer nos terres. Nous voulons créer une société anonyme à fonds d'investissement public. Cette société peut s'affranchir du besoin de rentabilité à court terme et exploiter des gisements qui sont moins denses et qui donc sont moins rentables. Cela nous permettra de développer cette économie en attirant des entreprises capables de raffiner, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas forcément l'ensemble des technologies qui sont présentes sur le territoire national, à l'image d'une entreprise qui est déjà en partie financée par le gouvernement français Caremag, qui est en train actuellement de construire une usine pour raffiner les terres rares en France sur le territoire national. Je vais prendre votre question. Pourquoi investir des dizaines de milliards dans quelque chose que vous ne savez pas rentable quand d'autres alternatives existent comme le recyclage, comme nous l'avons mentionné? Eh bien, justement, c'est justement là tout l'intérêt. L'extraction en elle-même n'est pas rentable et ça, nous le convenons. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est dans l'attraction de toute la chaîne industrielle qui s'ensuit. L'objectif n'est pas d'envoyer des cailloux en Chine, mais également de fonder une sous-branche de l'entreprise et la société anonyme que nous voulions vous présenter afin de raffiner ces métaux, mais également d'ouvrir cette concurrence à des entreprises privées à partie financées par l'État dans certains cas comme Caremag, comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Ainsi, les retombées économiques ne viennent pas que de l'extraction, mais aussi de la transformation, également du processus de raffinage, du fret, etc. Ainsi, certes, l'extraction n'est pas rentable, mais les retombées économiques justifient cette mesure à l'échelle nationale. Et cette mesure, elle se fait également dans un contexte qui lui est favorable. Au sein de l'Union européenne, la directive Resource EU reprend un objectif qui est le suivant, 10% des terres rares d'origine européenne dès l'horizon 2030. Investir aujourd'hui dans ces terres rares, c'est obtenir des contrats privilégiés avec nos partenaires économiques demain. Ces terres rares sont clés dans cette industrie. Certes, ils ne représentent pas forcément les 50% de nos importations, mais si jamais ceci venait à disparaître, ce serait drastiquement catastrophique pour notre souveraineté dans de nombreux domaines militaires, par exemple, industriels, les domaines de la santé, et j'en passe. Ainsi, le deuxième point majeur de finalement notre projet, c'est cette souveraineté. L'objectif n'est pas d'envoyer ces cailloux en Chine, car justement, nous en dépendons et ils possèdent actuellement nos monopoles de la transformation. Créer un secteur industriel en important et des entreprises et en les faisant venir sur le territoire national nous permettra de développer de nouvelles technologies et créer un pôle de compétitivité à l'avenir. Notre vision n'est pas de la rentabilité à court terme, comme vous pensez le croire, c'est justement un projet d'avenir et de développement plus qu'une simple exploitation minière. Dans ce contexte, ce qu'il faut donc noter, c'est que ce projet nous permettra donc de développer notre souveraineté. Car, comme nous l'avons dit, la Chine a aujourd'hui le pouvoir sur leur capacité à octroyer ou non ces transformations et ces reventes de terres rares.
lors de la guerre industrielle la guerre commerciale qui a opposé les États-Unis à la Chine en 2025, le refus de la Chine de commercer ces terres rares avec les États-Unis a provoqué leur sortie de ce conflit. Ainsi, il est nécessaire pour nous de pouvoir défendre nos intérêts économiques avec une solution souveraine, fiable et européenne. Défendre ce projet, c'est défendre une vision à long terme, bénéfique sur le plan économique et industriel. C'est protéger l'autonomie de la France, protéger nos économies et protéger les valeurs européennes. Merci, monsieur le ministre. La parole est désormais à monsieur le député Alaric de Bastard. Il y a 2 piliers pour qu'une mine de terres rares voie le jour, et la Chine les applique avec fermeté. Le non-respect des normes environnementales et le mépris des populations locales. Vous dites que cette loi va amener la création d'emplois, mais justement, la Chine, elle, pour des besoins de rentabilité, en fait, fait plus appel à des esclaves. Et c'est ça la vraie réalité. Dans un monde industriel, une mine ne peut pas vraiment être rentable et être utile au pays. Ce que vous proposez ce soir, au final, c'est l'ouverture de mines à ciel ouvert. Mais où ça? En Bretagne, en Guyane, dans le Massif central. Vous allez transformer ces magnifiques paysages en zones de guerre, des cratères, des endroits où plus rien ne pousse, où il n'y a plus que la pollution, la radioactivité et des gens avec le cancer. Bayon Obono, c'est une ancienne mine chinoise qui est devenue une poubelle à ciel ouvert de 20 km², soit 1/5 de Paris. Mais parlons de chiffres, car pour vous, cette loi est plus économique qu'écologique, vu le ministre qui est passé en premier. Alors, je vais vous faire des chiffres. Pour extraire 1 kg de lutécium, on crée 1200 tonnes de déchets intraitables et dont certains sont radioactifs. Nous avons besoin, on vous l'a dit, de 4000 tonnes de terres rares selon Eurostat, ce qui représente à peu près 50 millions de déchets à gérer, selon le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un établissement public. En fait, dans votre loi, vous dites qu'il faut rechercher les impacts. Mais les impacts, nous les avons déjà recherchés. Ils ont déjà été faits. Pourquoi proposer une loi sans avoir déjà regardé les impacts de celle-ci? Et je vais prendre votre question. Donc, si nous avons bien compris, vous tolérez importer des ressources qui provoquent des désastres à l'étranger et vous refusez de les produire de manière plus encadrée sur notre territoire? Eh bien, justement, si vous avez entendu notre contre-projet, nous proposons le recyclage. Alors, pour l'instant, oui, nous devons faire ça et je préfère que ces désastres écologiques soient en Chine, loin de notre population, loin de la France, loin du territoire français, qu'en France. Nous avons, justement, vous disiez, il faut respecter la beauté de la France. Ben justement, je n'ai pas envie que ces mines soient chez moi. Je n'ai pas envie d'avoir ces mines dans mon massif central. Enfin, ça semble logique. Je ne sais pas. Enfin bref, sur toute la ligne de création, sur toute cette ligne, donc de la création de ces mines au traitement des déchets. Car justement, je ne vous en ai pas vraiment parlé, mais nous avons du mal à gérer déjà les déchets radioactifs des centrales nucléaires. Les projets comme BUR, un site d'enfouissement de déchets radioactifs, est à l'arrêt depuis bientôt 20 ans, bloqué à cause d'une ZAD. Et là, vous voulez mettre 50 millions de tonnes
où allez-vous les mettre? Et donc, ce que je voulais dire, c'est de la création au traitement, il n'y a que pollution carbone, déchets radioactifs, déforestation, pollution des eaux, pollution des sols. Mais là, nous sommes en train de faire le bingo pour la meilleure ZAD de France qui n'a jamais été connue. Et ils auraient bien raison, car écologiquement, c'est un désastre, sur tous les points que j'ai cités. Et socialement, aucune ville minière ne rayonne actuellement et elles subissent tous des conséquences de ces exploitations. Je parle de Roubaix, de Lens, de toutes ces villes du nord de la France. Les mines ont créé des dépendances mono-industrielles. Lorsqu'une mine est créée, tout est détruit à côté. Et quand tout est détruit et que les minerais ne sont même plus là, alors il ne reste que le chômage de masse et des problèmes de santé et de qualité de vie. Mais heureusement pour nous, la convention de Aarhus existe et garantit aux populations locales le droit d'être consultées pour des projets impactant leur environnement. Si les habitants disent non, le projet ne peut légalement pas être réalisé. Donc, ce que vous êtes en train de proposer, c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister, qui ne pourrait pas exister, et ça serait le meilleur des cas, parce que personne ne va voter pour une mine à porte de son jardin. Ce que nous proposons, c'est le recyclage. Le mois dernier, à Zurich, nous avons trouvé comment recycler l'eurorium, l'un des 17 terres rares. Les déchets ne sont plus totalement imprenables et nous en avons en grande quantité. Si la France se positionne, nous serons presque en avance et cela résoudra même les problèmes. Un mot. Merci, monsieur le député. La parole est désormais à monsieur le ministre de la Transition écologique, Ethan Pigeon. « 2050, c'est l'été. Dehors, il fait 45 degrés. Et si nous en sommes là, c'est un peu à cause de l'État. Ce discours vous fait peur, n'est-ce pas? Mais c'est celui que nous promet l'avenir si nous n'agissons pas. Comment agir, me dites-vous? Par l'implantation d'éoliennes, de panneaux solaires, par le remplacement progressif des voitures thermiques par des voitures électriques? Par tout cela, oui. Par toutes ces belles inventions vertes que vous défendez tant. Mais ces innovations, elles ont un prix, celui des terres rares. Et ce prix, ce n'est pas nous qui le payons. C'est l'air et l'eau chinois qui en pâtissent. Ce sont les populations chinoises du Jiangxi qui en payent le prix. C'est l'environnement, à cause des conditions déplorables du traitement chinois des mines d'extraction de terres rares, qui sera la grande victime de notre inaction. Notre projet, trouver le juste milieu entre un besoin vital pour une économie soutenable et une conscience écologique et sociale forte, que l'opposition n'a pas, semble-t-il. Il préfère polluer en Chine ailleurs que chez soi. Il n'en a rien à faire. Les terres rares sont devenues essentielles dans la construction d'outils indispensables dans la transition écologique et énergétique. Les éoliennes, notamment les éoliennes offshore, les voitures électriques, et j'en passe. Mais l'opposition préfère utiliser ces investissements à des projets plus urgents, semble-t-il, monsieur le chef de l'opposition, plus urgents que le changement climatique, je n'en connais pas. Vous vous trompez, chers membres de l'opposition. L'extraction et la production de terres rares sur le territoire national n'est pas un fléau pour l'environnement parce qu'elles ont déjà lieu. Vous ne l'avez peut-être pas compris, mais l'environnement, ce n'est pas une donnée se limitant aux frontières d'un pays, il est mondial. Et l'extraction-production de ces terres rares en France ne serait pas un poids en plus pour la nature, elle serait un poids en moins pour notre responsabilité dans cette catastrophe sociale, humanitaire et écologique que représente notre dépendance à des terres rares étrangères. Je prendrai votre question. Combien de mines la Chine va-t-elle fermer quand elle va voir de monstrueuses mines françaises? C'est, comme nous l'avons dit, un processus de long terme, monsieur. Et c'est pour cela que nous voulons nous rendre indépendants de la Chine à long terme. Il ne s'agit pas de sauver l'environnement, comme je viens de le dire, mais d'atténuer notre responsabilité
dans ce carnage. Chers membres de l'opposition, vous êtes hypocrites. Si vous ne voulez pas de mines ni de terres rares pour l'environnement, interdisez dans ce cas l'importation de toutes les terres rares, comme ça on ne pollue pas. Mais si vous refusez de les abandonner, ces terres rares, eh bien autant prendre la responsabilité sur notre sol et arrêter d'exploiter des populations ailleurs, loin de nos yeux. Une transition énergétique et écologique est possible si nous nous imposons les moyens de transformer l'industrie des terres rares de sorte à ce qu'elle soit éthique et responsable. C'est même ce que préconise le groupe international d'experts sur les ressources qui dépend du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je cite, « La demande en minéraux nécessaire à la transition énergétique exige une industrie minière qui contribue au développement durable tout en respectant les droits humains et l'environnement, ce qui serait le cas en France et non en Chine. Notre mesure, en accord avec les engagements européens concernant une exploitation minière responsable et en vertu des objectifs des Nations Unies, se situe dans une démarche de développement soutenable de notre économie à long terme. Notre raisonnement pour en attester s'articule en 3 points. Premièrement, notre projet est mieux respectueux de l'environnement. Avec notre projet, nous allons réduire les coûts de transport pour transformer ces terres rares en les produisant directement sur le lieu d'où elles proviennent. La route Shanghai-Rotterdam émet environ 1 tonne de CO2 par conteneur en moyenne. C'est 1 tonne en moins que nous aurons à tenir dans nos responsabilités. Ensuite, notre projet est social. Nous refusons d'exploiter nos populations ni de bafouer leur droit à vivre dans un environnement sain, contrairement à la Chine. Et c'est d'ailleurs ce que fait la Chine, comme vous l'avez rappelé, et c'est ce à quoi nous contribuons en important ces terres rares. Enfin, il promet aux générations françaises et européennes futures un fournisseur digne de confiance, la France. Vous avez parlé du recyclage en option, c'est votre contre-proposition. Laissez-moi vous présenter 2 freins au recyclage. Le premier, c'est la difficulté de collecter les terres rares, notamment lorsqu'elles sont présentes en quantité infime dans de très nombreux objets, les LED par exemple, les téléphones. Aller récolter assez de LED et de téléphones pour créer des éoliennes offshore. Il en faut 2 millions. Enfin, vous l'avez dit, l'objectif n'est pas rentable, mais c'est qu'il soit respectueux de l'environnement et des droits humains, vocabulaire que vous n'avez pas, semble-t-il. Pour ne pas porter sur nos épaules les périls écologiques et humains des exploitations étrangères, votons le TRF. Merci, monsieur le ministre. Pour répondre, la parole est désormais à monsieur le député de l'opposition, Henri Racineau. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le micro sous les yeux, mais ici, je suis terrible. Demandez juste une petite seconde, monsieur le député. Avec plaisir. Comme vous le souhaitez. Allemagne contre Corée du Sud, Coupe du monde de football. L'Allemagne est menée 1-0, et alors, tentant le tout pour le tout, sur un corner dans le temps additionnel, le gardien monte, le corner est joué, le gardien a la balle, rate son dribble, le ballon roule dans les cages, 2-0. Et ce soir, c'est le gouvernement qui a déjà perdu sur le plan écologique et social, tente le tout pour égaliser, et avance l'argument de la souveraineté. Mais là encore, cela se retourne contre eux, car la souveraineté est un problème uniquement dans le cas où il y a une guerre contre la Chine. Et même dans ce cas, je vous montrerai comment l'extraction de cette terre rare n'aurait aucun impact bénéfique. Car oui, ce gouvernement promet des mines responsables. Mais enfin, vu les réserves en France, il est évident que la production serait tellement faible qu'elle ne réduirait en aucun cas les mines chinoises ou d'autres pays. Tout ce que ça ferait, ce serait rajouter des mines en France, donc un impact négatif strict sur l'environnement à un niveau mondial. Rappelons la situation. L'exploitation des très maigres gisements en France n'est pas rentable. Et l'importation des terres rares est très facile dans le statu quo, avec la Chine. Et alors c'est ça la solution pour les retombées économiques que ce gouvernement a tentant. Utiliser cette facilité pour développer réellement l'économie française.
L'année dernière, un projet pour une mine de création d'aimants permanents a été mis en place. Et c'est celle-là la direction qu'il faut poursuivre, la direction des mines qui sont finalement déjà autorisées par le gouvernement. Et je prends votre question. Si notre souveraineté n'est possible que dans le cas où il y a une absence de conflit avec la Chine, ça veut dire que la Chine a la capacité de donner les ordres qu'elle souhaite. C'est précisément ce que je vais te dire, parce que en réalité, dans tous les cas, les terres que nous produirons en France, comme il n'y en a que deux, qu'elles ne servent pas pour les technologies renouvelables que vous défendez, dans tous les cas, nous n'aurions pas de souveraineté. Et dans tous les cas, nous manquerons encore cruellement de raffineries. Je finirai plus tard dans mon point. Car oui, l'exploitation est possible et rentable dans d'autres pays, pas la France, pour 3 raisons principales, et aucune n'est remplie par la France. La main-d'œuvre est moins chère dans ces pays, les gisements sont de meilleure qualité, et les gisements sont de taille suffisante pour justifier une exploitation rentable sur le long terme. Donc, votre projet de loi entraînerait une production de terres rares, non rentable et inutile, puisque personne ne les achèterait face à la concurrence chinoise. Et le gouvernement l'a admis, ils ont besoin d'entrepreneurs étrangers. Mais les seuls qui auraient un intérêt à investir dans ces mines sont les entrepreneurs chinois, puisqu'ils peuvent importer la main-d'œuvre et qu'ils ont déjà les infrastructures. Ils l'ont dit, ceux qui vont travailler, c'est ceux qui connaissent déjà les infrastructures, qui sont donc chinois. Alors, on rajoute une pollution énorme sur le territoire français, et puisque ce sont des entrepreneurs étrangers, les ressources extraites reviendront très probablement à la Chine, qui garderait son monopole. Et la Chine, de plus, n'a aucun intérêt économique à arrêter d'exporter vers l'Europe, puisqu'elle gagne de l'argent, elle, dans des conditions certes déplorables, mais tout de même, la Chine n'a aucun intérêt économique. Le seul intérêt est politique. Soyons donc très charitables et prenons votre meilleur cas, celui où la rentabilité n'est pas un souci car nous sommes en guerre contre la Chine. Et voyons donc 4 raisons pour lesquelles, même dans ce cas, la seule situation où la mesure du gouvernement espère encore avoir de l'intérêt, la France n'aurait aucun gain de souveraineté au travers de celle-ci. Premièrement, nous manquons cruellement de raffineries et les ressources seront bien extraites, mais seront inutilisables. Deuxièmement, quand bien même nous investirons dans des raffineries, la France n'a pas le savoir-faire pour transformer ces ressources en produits high-tech. Nous manquons cruellement de puissance industrielle. Troisièmement, l'investissement nécessaire serait colossal pour une mesure qui ne serait pas rentable. Si le gouvernement souhaite tant investir dans les terres rares, le recyclage est la solution évidente. D'après l'IRIS, une ouverture de mine prend 16 ans et des centaines de millions d'euros. Alors, au lieu d'utiliser ce capital financier et temporel pour être un extracteur de terres minables au niveau mondial, la France pourrait être un acteur mondial du recyclage de terres rares qui est notamment très largement sous-exploité dans le statu quo. Vous l'avez dit, il faut 2 millions de téléphones pour une éolienne. On peut aussi prendre une éolienne et en faire 2 millions de téléphones. Ça marche dans les deux sens. Donc, il n'y a pas tant que ça de ressources dispersées finalement. Et quatrièmement, dans le meilleur des cas, on l'a dit, où la France a tout le processus d'extraction, de raffinerie, des mines responsables, une main-d'œuvre extrêmement bien traitée, pas de cancer, pas d'infertilité, vous n'avez évidemment pas à ce point-là parce qu'ils sont un peu indéfendables. Les 2 terres rares disponibles en France ne sont pas suffisamment utiles pour l'industrie et ne nous suffiraient pas à être souverains. Nous dépendrons donc toujours d'importations françaises, d'importations étrangères si nous souhaitons développer l'industrie française. Voilà ce que propose le gouvernement, une mesure qui n'est pas rentable, impopulaire, qui est un désastre écologique certain, tout ça pour un gain inexistant de souveraineté. Alors, pour le bien-être des générations futures, résistons aux arguments fallacieux et démagogues du gouvernement. Merci, monsieur le député. Pour conclure ce débat du côté du gouvernement, j'appelle ça rapporteur général, Laïa Marange.
Dans son château lumineux et resplendissant, lumière et chaleur à tous les étages, la famille royale adore l'électricité, elle ne peut s'en passer, mais accepter une prise dans son mur, à ça non jamais. Pour ne pas effleurer ces beaux murs, l'opposition préfère abîmer ceux des autres, au bout du monde, et en profiter ensuite. Nous avons face à nous ce soir une opposition prête à sacrifier notre souveraineté, l'environnement, mais aussi les travailleurs étrangers précaires et en danger. Vous nous avez donc dit qu'il n'y avait pas de mines en France et que c'était un danger pour nos citoyens d'implanter des usines, mais également qu'il n'y avait pas assez de terres rares et nous accuser de non-rentabilité. Et enfin, un contre-projet de recyclage sans vraiment nous en expliquer plus que ça. Notre gouvernement n'est pas prêt à abjurer. Nous dépendons actuellement de la Chine et que les conditions de production sont désastreuses et les violations des droits humains quotidiens. Alors, notre gouvernement fait le pari d'autoriser l'extraction et la production de terres rares sur le territoire national. À travers ce projet, nous nous engageons à répondre à de nombreux besoins en terre sur notre sol. Cette mesure soutenable est à la hauteur de tout ce qui est de plus important pour notre gouvernement, notre souveraineté, notre engagement social et environnemental. Tout d'abord, c'est pour cette raison, c'est pour la question de la dépendance à la Chine que nous défendons l'implantation d'une société anonyme détenue par l'État. Parce que, comme nous vous l'avons dit, la rentabilité économique est loin d'être notre objectif principal. Et qu'il n'y a pas besoin d'être déjà en guerre contre la Chine pour avoir une volonté d'indépendance. En effet, la Chine ne cesse de réduire l'accès aux Occidentaux comme un moyen de pression. Oui, je vais prendre votre question. Laquelle de la basse navite et de la monazite va servir à faire vos éoliennes et vos énergies renouvelables? Alors, il n'y a pas que ces deux minéraux sur notre sol, puisqu'en effet, dans le Massif central et en Bretagne, il y a également une présence de néodyme, donc qui sert aux aimants et aux catalyseurs. Mais il faut également parler de l'Europe, puisque l'Europe a également d'autres minéraux et qu'au sein de l'Union européenne, nous pourrons donc collaborer. Il n'y a donc jamais été question d'exploiter par contre des fonds marins ou d'aller en Guyane dans notre projet. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la négation d'aucune loi et engagement que la France a pris. Le gouvernement a fait le pari de s'engager dans un projet durable et prend enfin le problème à sa source. Nous faisons le pari de mettre la priorité sur la sécurité sanitaire et environnementale. En effet, sur les 4 millions de tonnes nécessaires à laquelle vous faites référence, certes, il y en a autant, mais nous, notre objectif n'est pas de tout exploiter, mais seulement de créer une alternative à cela. Donc, ensuite, vous nous parlez des coûts à l'étranger. Donc, nous, on dénonce ce qui se passe actuellement en Chine. L'environnement étant un bien collectif, notre morale ne s'arrête pas aux frontières de la France. En bien ou en mal, notre avenir continuera de s'écrire avec les terres rares. Par contre, le gouvernement ne continuera pas à accepter la construction de nos smartphones, qu'elle se fasse au profit de la vie des étrangers. En effet, cette hypocrisie et ce manque de courage qui vous pousse à légitimer une quasi totale extraction en Chine implique évidemment de graves conséquences environnementales dont nous avons pris conséquence. C'est très ironique de vous voir parler de préserver la santé des citoyens français et de complètement nier tous vos principes moraux et éthiques quand il s'agit de travailleurs étrangers. Outre la gravité de vos propos, évidemment, sur le fait que vous acceptez cette violence en Chine et ailleurs, elle n'aura pas lieu en France, c'est ce que nous vous expliquons, puisque nous sommes régis par des normes. Vous nous avez dit également que la dernière usine de France de raffinage avait fermé il y a plusieurs années, ce qui est faux, puisqu'il y a Carmag, une entreprise aujourd'hui en France, qui continue le raffinage, donc qui est la preuve que cela fonctionne en France. Enfin, donc, les solutions environnementales en France sont un véritable potentiel pour nous. Le gouvernement a pris conscience du coût environnemental et c'est pour cette raison que nous souhaitons relocaliser l'extraction. En vertu de l'article L122-1 du Code de l'environnement, nous serons dans l'obligation de respecter de véritables normes. Ainsi, nous choisissons de protéger nos citoyens et citoyennes tout en les rassurant avec ces études, puisque en effet, il y aura des évaluations de risques que nous pourrons partager auprès de ces citoyens et qui pourront les rassurer. Donc, tous ces cancers et infertilités pourront être réduits vu qu'il y aura eu cette étude de cas en amont. Et au contraire, la santé des Français est bien évidemment notre intérêt également que nous partageons. Les déchets toxiques dont vous nous avez parlé sont également un problème que nous avons pris en compte puisqu'il y a la possibilité de radioprotection. C'est le fait d'entourer des déchets de verre et de ciment que nous avons pris en compte pour éviter cela. Ainsi, notre gouvernement peut garantir moins de pollution globale, une traçabilité environnementale, moins d'exploitation illégale, ainsi qu'une meilleure gestion des déchets si l'extraction ainsi que la production sont faites sur notre sol. Contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, ces entreprises ne vont pas tout détruire parce qu'il y a également des territoires qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO et donc qui sont protégés, comme tout le bassin autour de Lens. Notre gouvernement a donc mesuré l'ampleur du problème et aujourd'hui nous y répondons par un projet clair. Notre gouvernement ne cédera pas
et persistera dans sa défense de la souveraineté, de la dignité sociale et environnementale. Si l'opposition se conforte, cachée dans son château éblouissant derrière des murs encore bien lisses, le gouvernement aura enfin le courage d'implanter des prises et de rayonner à l'aide de sa propre électricité. Merci beaucoup, madame. Pour conclure définitivement ce débat, j'appelle monsieur le secrétaire général de l'opposition, Thomas Autras. Restons à l'hémicycle, un peu de respect. « 2050, partout les flammes, partout la boue, partout la radioactivité. Nous ne parlons pas d'une ville aléatoire en Chine, mais bel et bien de villes à moins d'1 heure en TER de Paris. Et oui, c'est cela le projet du gouvernement. Délocaliser la pollution en France. Et le plus beau dans tout ça, il l'assume. Et alors maintenant, je vais vous expliquer en quoi l'audace de ce projet de loi ne devrait en rien vous convaincre de le voter. Tout d'abord, quel est le prémisse de leur bénéfice écologique? Le seul, c'est que la Chine aura tellement peur de nos mines qu'ils fermeront les leurs. Mais dans quel monde un pays en situation monopolaire laisserait son expertise déjà venir en France, nous la laisserait et fermerait ses propres mines? Vous n'allez rien réduire, rien. Vous allez seulement créer des nouvelles mines. Vous allez seulement créer des millions de déchets radioactifs, chimiques, toxiques sur le territoire français. Car oui, votre prémisse est entièrement faux. Et ensuite, deuxième chose, nous aurions sur le plan économique effectivement pas d'avantage, c'est beau ça aussi, il l'assume, mais beaucoup d'emplois seraient créés, beaucoup de raffineries viendraient en France et beaucoup d'entreprises de semi-conducteurs peut-être. Et oui, il manque toujours un chaînon dans votre histoire. Une fois que les raffineries auront raffiné, quelle utilité pour ces matériaux? Quelle entreprise va les racheter? Car oui, nous importons 4000 tonnes effectivement aujourd'hui de terres rares, mais qui les utilise? Qui par rapport aux ogres chinois? Des entreprises. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises-là achèteraient les terres rares françaises et non pas celles à moins bas coût en Chine? Cela, vous ne l'avez pas prouvé. Et c'est bien pour cela que votre projet économiquement ne tient pas debout. Car certes, vous allez créer des mines pas rentables, mais ne seront tellement pas rentables que même les entreprises n'en voudront pas de vos terres rares. Qui plus est, elles ne viendront pas en France. Donc dès l'instant où la Chine décide de nous couper les terres rares, elle nous coupera l'ensemble de la chaîne de production. Nous n'aurons plus d'éoliennes pour faire la guerre. Quelle tristesse. Donc, sur le plan écologique, évidemment, nous vous avons expliqué en quoi c'était un désastre annoncé. Chacune de ces mines est un désastre écologique pour toute la région environnante, et ce, pour les millénaires à venir, en vertu de la pollution des sols. Mais bon, visiblement, ce gouvernement n'est pas un gouvernement français, mais peut-être un gouvernement chinois, et préfère donc, oui, relocaliser ici. Non, messieurs, la raison pour laquelle nous ne voudrions pas ça est pour le bien-être et la santé de nos concitoyens. C'est pourtant très simple. Mais je vais prendre votre question. Au vu de l'absence de structuration du marché du recyclage en France, comment est-ce que vous pouvez penser que votre contre-projet de recyclage sera plus rentable que notre projet d'extraction? Bon, monsieur, vous me parlez de rentabilité, vous avez dit vous-même que ce n'était pas une contrainte. Ensuite, vous me parlez de l'absence de structuration du recyclage, mais quelle structuration pour la raffinerie et l'extraction? Enfin, soyez cohérents vous-même. Vous nous dites que ce n'est pas un problème qu'il n'y ait pas encore de marché puisqu'on va les attirer. Et maintenant, vous nous dites que le recyclage, ce n'est pas le cas. Ben, alors très bien, le recyclage, ça a les mêmes avantages et pas par contre les mêmes inconvénients. Puisque c'est écologique, certes pas structuré, mais si on a de l'investissement comme vous l'avez, eh bien on pourrait simplement le mettre dans le recyclage ou le mettre dans des solutions qui détruisent notre population, notre environnement. Enfin, c'est pourtant simple. Et vous nous parlez que, ben oui, ces mines seraient super éthiques, nec plus ultra de la mine, puisque on a plein de lois qui les encadrent. Mais monsieur, on vous l'a dit, c'est ces mêmes lois qui encadrent les conditions de travail, qui empêchent justement la création de ces mines dans le statu quo. C'est bel et bien ça votre projet de loi, c'est de détruire ces régulations pour permettre ces mines.
Car oui, avec ces régulations, pas de mine. Donc, sans régulation, on a tous les problèmes que vous dénoncez aujourd'hui en Chine. C'est véritablement fou de votre part de dénoncer les exactions qui sont commises dans les autres pays sans nous expliquer précisément en quoi est-ce qu'elles ne seraient pas possibles en France. Comment est-ce que vous allez faire des mines qui ne produisent pas les déchets radioactifs? C'est pas un problème de loi en Chine, c'est le problème des terres rares en elles-mêmes. Les terres rares, vous n'avez peut-être pas compris, c'est des cailloux qu'il faut casser pour avoir d'autres cailloux. Et les cailloux qui restent, c'est des cailloux radioactifs horribles. Donc, très simplement, peu importe vos lois, ce seront les mêmes cailloux radioactifs qu'en Chine. Dès lors, impossible pour vous d'avoir ces mines clean qui n'auraient pas de déchets et pas de problème de pollution ni de loi du travail. Donc, sur le plan écologique, ce gouvernement fait fausse route. Sur le plan économique, ils l'assument eux-mêmes, c'est n'importe quoi. Sur le plan social, on la voit à la ZAD de Bure, c'est simplement un non-sens de penser qu'il y a une ville qui va accepter d'avoir la mine, qui plus est pour les Bretons qu'on connaît. Et enfin, sur le plan de la souveraineté, c'est un non-sens absolu. Vous ne nous avez pas démontré en quoi est-ce que l'expertise chinoise viendrait en France, en quoi est-ce que cette expertise chinoise resterait quand bien même il serait en guerre contre nous, et encore moins, en quoi est-ce que les 3 matériaux que vous avez cités, dont le néodyme, nous permettraient d'avoir des choses qui seraient utiles pour être indépendants.